Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 12 avril 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée essentiellement au développement durable et aux nouvelles technologies en Égypte. Et pour vous parler de cela, je serai en compagnie de Dr Hibatullah Aref, docteur en sciences de gestion, Université de Nantes. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Merci, enchantée. Alors, on va commencer par un premier reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi, qui suit toujours, bien entendu, de très près les projets en cours d'exécution dans différents endroits en Égypte. C'est dans ce cadre qu'il s'est réuni hier avec plusieurs responsables avec lesquels il a discuté des travaux de restauration menés dans plusieurs sites ainsi que de la position exécutive d'un certain nombre d'installations dans la nouvelle capitale administrative. Certaines personnes ne savent pas pourquoi l'Égypte est en train de construire, et on en parlera justement de cela après le reportage. Voilà. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Sayed Ahmad, le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ehab El-Faur, le chef du bureau consultatif de l'autorité d'ingénierie, Ashraf El-Arabi, l'adjoint chef de l'autorité d'ingénierie pour la conception des routes, Abdelaziz El-Fiqi, et le directeur de l'usine de marbre et d'œuvres d'art, Ebda' Tariq Al-Khoudri. La réunion a porté sur la position exécutive des projets de l'autorité du génie au niveau de la République. Dans ce contexte, la position exécutive a été présentée concernant les efforts de restauration et de rénovation des sanctuaires des Ahl el-Bayt, en particulier les tombes de Sayyidna al-Hussein, Sayyida Nafisa et Sayyida Zainab. Le caractère historique et spirituel des sanctuaires ainsi que le développement des services et des installations entourant les sites, y compris les routes, les places et les entrées qui y mènent. La position exécutive d'un certain nombre d'installations dans la nouvelle capitale administrative a également été présentée, en particulier en ce qui concerne les conceptions techniques et diverses œuvres d'art dans la maison du Noble Coran, la salle des objets de collection et les salles d'événements attachées à la mosquée d'Égypte. En plus, les travaux de liaison du siège de la direction stratégique avec les grands axes routiers environnants. Le président al-Sisi a également été informé de la position exécutive des projets du secteur routier et des nouveaux axes au niveau de la République, ainsi que des axes du Nil en Haute-Égypte, en plus des efforts pour parvenir à une utilisation optimale des terres situées de part et d'autre des axes et routes principales et la mise en place de services intégrés. Le chef de l'État a ordonné de réaliser le plus grand degré d'expansion de l'ingénierie dans le cadre du plan de développement des axes et routes vitaux au niveau de la République, dans le but de réaliser la fluidité du trafic et des déplacements des citoyens en tenant compte des plus hauts standards de sécurité et de sûreté. Alors, docteur Hibatullah, comme on disait tout à l'heure en voyant les images, le travail qui a été fait est un travail vraiment incroyable pour la durée, l'espace de temps durant lequel ce travail a été réalisé, la quantité d'axes routiers, la quantité d'autoroutes en Égypte. Mais les gens nous disent parfois, ils ne savent pas à quoi ça sert. Alors dites-nous à quoi ça sert. En fait, comme vous avez dit, on trouve plusieurs projets qui ont été menés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour mettre en place la base de l'industrie 4.0. On doit avoir ces projets de modernisation des infrastructures pour qu'on puisse mettre en place la base de l'industrie 4.0. Alors expliquez-nous d'abord, c'est quoi l'industrie 4.0? L'industrie 4.0, ce sont les nouvelles technologies de la révolution 4e de l'industrie. Parmi les technologies clés de cette industrie, on trouve l'impression 3D, l'Internet des objets, l'augmented reality, la réalité augmentée, Big Data. Toutes ces nouvelles technologies, ce sont les technologies clés de l'industrie 4.0.
On cherche avec ces nouvelles technologies à améliorer la qualité et la quantité de la production grâce à l'automatisation. Et aussi, comme ça, on réduit les erreurs et les risques de production. Et ce qui est très très important, on a un accès instantané à l'information et on réduit l'impact négatif de l'industrie sur l'environnement, ce qui est nécessaire au plan de développement durable qui est déjà établi par le président Abdel Fattah el-Sisi dans notre agenda de vision 2030. Donc l'industrie 4.0, elle est applicable pour tous les pays signataires de la Convention pour la protection de l'environnement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Puisque le développement durable, la stratégie vise à améliorer la qualité de vie du citoyen égyptien. Donc on cherche à avoir, comme par exemple, comme nous avons vu l'initiative de Haya Karima, cette initiative qui cherche à avoir comme une inclusion sociale, réduire la pauvreté, les inégalités. Le développement durable, on le voit comme une stratégie du futur, une stratégie qu'on doit l'établir pour améliorer la vie de vie des citoyens égyptiens. Donc, comment on peut utiliser ces nouvelles technologies pour servir le peuple égyptien? La stratégie consiste à promouvoir l'innovation technologique et la recherche scientifique. Parmi les objectifs clés de cette initiative, on trouve que maintenant dans les universités, on donne des cours. Moi-même, je suis docteur en sciences de gestion, spécialisée dans le management de l'innovation et de l'entrepreneuriat de l'Université de Nantes. Je cherche à donner aux étudiants des cours de stratégie de la technologie, management de l'innovation, applied business analytics, pour qu'ils puissent savoir ces nouvelles technologies. Et parmi les projets que j'ai déjà donnés aux étudiants de 4e année, c'est de demander les entreprises qui ont un potentiel à utiliser ces nouvelles technologies, leur sensibiliser sur les avantages de l'industrie 4.0. Comme ça, on aura plein des entreprises en Égypte qui peuvent établir et utiliser ces nouvelles technologies. Et en même temps, et voir est-ce qu'ils sont prêts à l'établir à court terme ou bien à long terme. On aide les entreprises à savoir leur plan d'investissement dans ces nouvelles technologies, car c'est les clés du futur. Donc, obligatoirement, toutes les industries devront utiliser les instruments de l'industrie 4.0, oui, c'est ça? Bien sûr, ces nouvelles technologies, ce sont le futur. Oui, mais comment vont-elles les utiliser? Est-ce qu'elles sont formées pour pouvoir les utiliser? Ça, c'est un point très important. En fait, on doit former la nouvelle génération aux exigences du marché de l'emploi. Donc, comme je vous ai dit, je leur donne des cours à l'université pour savoir ces domaines de l'intelligence artificielle, les domaines de l'Internet des objets et d'autres segments numériques à fort potentiel. Comme ça, nous, ce sont notre rôle comme une institution d'éducation. Il y a aussi le rôle du gouvernement, comme nous avons vu. Il y a les projets de modernisation des infrastructures dans la nouvelle capitale du Caire. Car la nouvelle capitale du Caire représente un projet très important. On cherche que ce pôle technologique aura un impact positif sur l'économie et sur l'activité entrepreneuriale, bien sûr. Vous parlez de la nouvelle capitale administrative? Oui, bien sûr, la nouvelle capitale.
Quels sont les atouts de cette nouvelle capitale administrative? Même chose pour clarifier le but de sa création. La ville, la nouvelle capitale du Caire, la nouvelle capitale du Caire, c'est une ville intelligente en soi. D'accord? Et ça sera, c'est la transformation numérique d'Égypte à travers la nouvelle capitale du Caire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on trouvera les entités gouvernementales là-bas, dans cette nouvelle capitale du Caire, qui passe à la numérisation dans ces services. On trouve le pôle de connaissances, le Knowledge City. Toutes ces entités servent à utiliser ces nouvelles technologies. Pourquoi on trouve maintenant beaucoup de projets de modernisation et beaucoup d'investissements, comme nous avons vu dans le reportage, d'investissement dans la modernisation des réseaux, pour avoir l'infrastructure qui est nécessaire à utiliser, pour qu'on puisse établir et utiliser ces nouvelles technologies. Aussi, on trouve que la nouvelle capitale du Caire, pas seulement des projets de modernisation pour l'infrastructure, et aussi pour le pôle éducatif. On trouve là-bas, comme je vous ai dit, le pôle de connaissances, le Knowledge City. Tout ça, ce sont des centres de formation qui ont pour objectif d'améliorer le niveau éducatif de la nouvelle génération par l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et en même temps, la nouvelle génération auront le pouvoir de faire le changement nécessaire pour le futur. Quand on parle de nouvelles cités ou de villes intelligentes, est-ce qu'on parle essentiellement de spécialisation sur le plan technologique? Et est-ce que cela voudrait dire que les autres spécialisations ne seront pas existantes ou ne seront pas demandées dans ces nouvelles villes intelligentes? Non. On aura, oui, le fait d'avoir la technologie comme une clé primordiale pour le développement de cette cité, mais il y aura aussi, nous sommes maintenant vivants dans une époque interdisciplinaire. Donc, on aura aussi les différentes disciplines qui travaillent ensemble. Par exemple, on trouve les techniciens qui travaillent avec les gens du management. Moi-même, je travaille sur le côté technique et le côté managérial des projets que je le gère pour l'innovation. Notre objectif, c'est de promouvoir l'innovation technologique. On ne peut pas promouvoir l'innovation technologique sans l'intervention des différentes disciplines. Oui, comme je vous ai dit, la technologie aura un atout très important, mais les autres disciplines aussi sont très importantes aussi. Donc on cherche de faire la coopération, la coordination entre ces différentes disciplines pour servir l'innovation technologique. D'accord. On va passer maintenant à justement l'investissement et les lois sur l'investissement à la lumière du développement durable. Donc à l'heure où le monde est témoin des changements fondamentaux ayant lieu aux échelons national et international en faveur d'une nouvelle génération de traités, de lois, de politiques et de réglementations de l'investissement, l'Égypte contribue à ce processus par le remaniement de ses cadres juridiques nationaux et internationaux régissant l'investissement. L'élément saillant de cette contribution est la loi égyptienne relative à l'investissement, la loi numéro 72 de l'année 2017. Voyons ça. En remplacement d'une loi relative aux investissements datant de plus de 20 ans, la nouvelle loi marque un tournant manifeste de la politique d'investissement, mettant l'accent sur la qualité des émissions industrielles, ou IED,
plutôt que leur quantité, conformément à la stratégie égyptienne pour le développement durable adoptée en 2015, la vision 2030 de l'Égypte. La nouvelle loi encourage les investissements nationaux et étrangers qui contribuent au développement durable et respectent les normes d'une conduite commerciale responsable. Elle offre également des mesures incitatives et de facilitation dans le cadre d'un équilibre entre les droits et les obligations des investisseurs et des États. Cette tendance émerge clairement dans la définition de l'investissement qui implique d'utiliser l'argent aux fins de l'établissement de l'expansion, du développement, du financement, de la possession ou de la gestion d'une entreprise d'investissement d'une manière qui contribue au développement durable et global de l'État. Au titre de la loi, ce même concept du développement durable apparaît comme l'un des principaux objectifs de l'investissement en Égypte. La nouvelle loi conserve les sauvegardes fondamentales offertes aux investisseurs, notamment concernant les normes générales de traitement, l'entrée et le séjour des investisseurs étrangers, la protection contre la nationalisation, l'expropriation abusive et la confiscation, les avertissements donnés avant la révocation ou la suspension d'une licence, les transferts de fonds, le droit de recruter des employés étrangers ou l'exécution des contrats conclus avec l'État. La loi offre en outre tout un ensemble de mesures incitatives générales, spéciales, procédurales et de financement supplémentaire de l'investissement. Bon, docteur Heba Arif, en ayant combiné les deux, comme on vient de le voir dans le reportage, l'infrastructure, les axes routiers, l'industrie, etc., en plus des lois facilitant la participation au domaine industriel en Égypte. Donc, je pense que ça devrait attirer plus, certainement, d'investissements et d'investisseurs étrangers pour l'Égypte, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans ces projets, on aura l'intervention des parties étrangères, bien sûr. Et l'événement qui aura lieu en Égypte, le COP 27, le 27e Action climatique des Nations Unies. Et il va non seulement attirer les Égyptiens, mais aussi les étrangers. Et car tout le monde parle maintenant sur le défi du développement durable et qu'on doit établir la stratégie de développement durable. Bon, une question assez paradoxale et assez, dont la réponse serait peut-être assez compliquée. Comment continuer à avancer dans la technologie, surtout avec l'industrie 4.0, et en même temps préserver l'environnement? Une équation très difficile. Oui, c'est une équation très difficile, bien sûr, car on trouve qu'il y a l'impact négatif de l'industrie sur l'environnement, mais quand même, il y a des règles et des procédures que toutes les entreprises cherchent maintenant à adopter pour protéger l'environnement et en même temps utiliser ces nouvelles technologies. Comme quoi, par exemple? Par exemple, on trouve que, par exemple, si on a un hôtel, par exemple, dans cet hôtel, il devra avoir, par exemple, des services de restauration, les services de laverie et tout ça. On trouve dans les hôtels, il est écrit des procédures pour protéger l'environnement. On va diminuer l'utilisation, par exemple, de l'eau, par le fait qu'on va changer, par exemple, les draps des lits, chaque, par exemple, 2-3 jours, par exemple. Tout ça, ce sont des règles qui se sont établies dans les hôtels 5 stars qui cherchent à protéger l'environnement. Par exemple, dans les hôtels qui seront établis dans les hôtels qui ont avec un accès sur la mer, et il y a les activités diving. Dans cette activité, il y a aussi des procédures à établir et à respecter pour respecter l'environnement, respecter la mer et les poissons et tout ça. Donc dans ce cas, je pense que dans chaque secteur,
on a les règles et les procédures à respecter pour protéger l'environnement et en même temps augmenter l'efficacité et l'utilisation des ressources. Car ce qui est très important, que c'est la nouvelle technologie, oui, elle a un objectif d'augmenter la production, mais quand même, on a l'avantage d'avoir une production et des produits personnalisés, des services personnalisés. Comme ça, on a une gestion efficace des ressources. Personnalisé, c'est-à-dire? Par exemple, à l'époque, on a la production en masse. On a plein de produits à vendre pour les gens. Mais maintenant, on cherche ce que les clients cherchent et par l'utilisation, par exemple, des données, de la gestion des données. Et on sait ce que le client cherche à avoir et par conséquent, on produit le produit que le client cherche. Donc, on a une gestion efficace des ressources ce qui est très important pour diminuer l'impact négatif sur l'environnement. Et qu'est-ce que les gens cherchent aujourd'hui? Ils sont intéressés par quel genre de produits? Les produits, bien sûr, technologiques. Tout le gens cherche à avoir le nouveau Apple, même s'ils ont déjà satisfait par le produit qui ont là, mais avec les produits technologiques, ils cherchent à avoir le produit qui est plus avancé que l'on déjà acheté. Bon, donc, cette industrie vraiment est une industrie l'industrie de télécommunications. très difficile. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, au niveau des prix. Si on parle de l'industrie Apple, par exemple, les prix, ils deviennent excessivement élevés et les modèles sont excessivement changeables. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui un téléphone ou un laptop ou un prix qui est très exagéré, dans un an, il n'aura plus aucune valeur parce qu'il sera complètement démodé par les nouveaux modèles qui vont apparaître. Donc, comment vous conseillez les gens de vivre ça? Je les conseille d'acheter ce qui est nécessaire pour eux et de ne pas être convaincu par tout ce qui est dit par les messages de marketing sur que tu dois acheter ce produit pour avoir X, Y, Z. Et aussi, on trouve maintenant les jeunes qui ont déjà pressé par par les blogueurs sur les réseaux sociaux et comment ce blogueur va acheter un tel et tel produit avec un grand prix. Moi, je conseille les jeunes de ne pas être convaincus par ce qui est déjà vu sur les réseaux sociaux. Et est-ce que c'est vraiment une vie virtuelle. Justement, c'est ce qu'on voudrait comprendre aujourd'hui. Est-ce que la différence entre options ou services est tellement grande ou c'est seulement la couleur, le modèle, la forme? Ça dépend du produit. Parfois, on trouve ce qu'on sait par Sustainable Innovation, que c'est une innovation qui est déjà établie par des produits technologiques, qu'on ajoute des options avec des trucs qui sont vraiment importants pour le client. Et on a ajouté ces options dans ces produits à travers le feedback reçu par les clients, par les réseaux sociaux, par l'analyse des données, big data et tout ça. Donc ça, c'est une voie très importante pour pas seulement les entreprises qui vont continuer à vendre leurs produits, mais aussi pour le consommateur qui sera satisfait par ce qui est déjà lancé par l'entreprise. Comme je vous ai dit, ce sera comme un produit personnalisé pour lui, un produit qu'il a besoin de ces options. Mais il y a d'autres produits quand il n'y a pas une grande différence par ce qui est déjà lancé et ce qui va être lancé, mais les gens sont
sont pressés par les réseaux sociaux, par les messages de marketing, par les médias, comment on doit acheter ce qui est nouveau, tout ce qui est déjà à la mode et tout ça. Mais je leur conseille d'acheter, je conseille les jeunes de ne pas être convaincus par ce qui est juste écouté ou bien vu sur les réseaux sociaux ou par les blogueurs. C'est à la fin une vie virtuelle. Maintenant, tu es déjà un jeune qui est bien formé à l'école et à l'université et tu peux lire des livres, bien sûr, et tu as ton propre expérience, pas seulement éducative, mais aussi l'expérience personnelle. Tu peux décider ce qui est nécessaire pour toi ou pas. Pas être influencé par ce qui est déjà juste écouté. Oui. Où en est-on aujourd'hui en Égypte sur le plan de la technologie, sur le plan de l'utilisation des citoyens, bien entendu, et du développement de la technologie? On est dans une période très avancée, car on a maintenant tous les services que le citoyen égyptien à l'époque doivent aller bien aux entités gouvernementales pour la le faire. plateforme du gouvernement. Maintenant, on a la plateforme en ligne. Oui. Il peut faire tout ce qui est un renouvellement de sa carte d'identité dans un temps très réduit qu'avant. Donc, on est dans une période très avancée. On a quand même les projets de la nouvelle capitale du Caire. On a aux écoles. Les étudiants maintenant utilisent les tablettes. C'était une initiative qui était déjà lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc on a déjà beaucoup utilisé la technologie dans notre vie actuelle qu'on avance. Pour cela, je trouve que nous sommes dans une période très avancée. Et on a peut-être un petit handicap à cela en Égypte, c'est l'analphabétisme. Que jusqu'aujourd'hui, on a des taux d'analphabétisme assez élevés. Ça, d'une part. D'autre part, on a aussi un alphabétisme technologique. Donc, comment le gouvernement compte remédier à cela pour faciliter à tous les citoyens l'utilisation justement de cette nouvelle plateforme en ligne du gouvernement, de l'accessibilité à ces villes intelligentes, l'utilisation des services offerts par le gouvernement. Donc, comment? Je pense par des campagnes de sensibilisation de l'importance de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Par exemple, on a le rôle du gouvernement, des initiatives qui ont déjà lancées par le gouvernement pour encourager les jeunes, pas seulement au niveau universitaire, mais aussi au niveau de l'école, d'utiliser ces nouvelles technologies. On a quand même, au niveau des industries du secteur privé, on trouve que les entreprises ont commencé à installer des nouveaux ERP et de nouveaux systèmes. Et ils donnent comme un training pour aider leurs employés d'utiliser ces nouvelles technologies. Et on a aussi le rôle universitaire, le rôle des professeurs des universités qui donnent des cours et des projets aux étudiants pour être capables de travailler dans les nouveaux domaines comme le domaine de l'intelligence artificielle, le domaine des Internet des objets et d'autres segments numériques, bien sûr, à fort potentiel. Donc, avec la coordination de ce qui est déjà fait par le gouvernement et de ce qui est déjà fait par les industries et par l'université, avec ces trois pôles qui travaillent ensemble, on peut donner une solution à ce qui est déjà à ce problème que la technologie n'est pas accessible à tous. Pourtant, on a un exemple en Égypte très représentatif, c'est l'utilisation des téléphones portables.
On est parmi les pays les plus avancés sur le plan de l'utilisation des téléphones portables. Et on a vu que tout le monde les utilisait en Égypte, même en fin fond de Haute-Égypte, pour des gens qui n'ont jamais été confrontés à la technologie. Et pourtant, ils utilisent, et ils utilisent bien. Oui, oui, bien sûr. Comment? Et quand même, on trouve maintenant les gens qui utilisent les technologies FinTech, la finance technologique, avec l'initiative que vous devez avoir de la facture et vous devez avoir le fait de payer les taxes et tout ça. Les gens sont maintenant sensibilisés d'utiliser les applications et leur téléphone portable pour payer, pour faire le paiement électronique de leurs produits ou bien services qu'ils déjà donnent à leurs clients. Et pour les retraités aussi. Bien sûr. Donc c'est pour cela on trouve, oui, les gens utilisent, car c'est comme je vous ai dit, c'est une initiative qui est déjà faite par le gouvernement au début. Là, les gens sont bien sensibilisés qu'ils doivent utiliser cette nouvelle technologie de finance, les FinTech. On trouve maintenant plusieurs startups qui ont été lancées juste dans le secteur FinTech. C'est le secteur numéro 1 maintenant pour l'investissement des nouveaux startups. Justement, quand vous parlez de start-up, beaucoup de jeunes actuellement sont intéressés par lancer des plateformes, créer des applications. Est-ce que c'est ce que le marché demande aujourd'hui, avec ce nombre énorme de plateformes auxquelles on est confronté aujourd'hui? En fait, puisque notre vie est devenue plutôt en ligne, c'est pour cela, c'est ce que je cherche maintenant, le client ou bien le citoyen, c'est de faire tout ce qui est, d'acheter ce qui est nécessaire pour lui par ces applications. Donc, les applications e-commerce ont un fort potentiel sur de générer plein de profits et de revenus, puisqu'il offre un service qui est très recommandé par les clients. Et aussi le FinTech, comme je vous ai dit. Le FinTech, le fait d'utiliser la finance technologique, c'est ça ce qui est important maintenant. On trouve les services de paiement en ligne et tout ça, c'est très important. Et avec le Covid aussi, on a commencé à trouver des services éducatifs qui n'existaient pas avant. Même si aujourd'hui, toutes les universités ont donné des cours en ligne au cours de la période de Covid-19, au lieu de donner des cours physiques. C'est pour ça qu'on commence. Est-ce qu'un jour, ou dans un avenir proche, on se passerait justement du métier de l'enseignant? En fait, moi, à mon avis, de mon expérience, l'enseignant, on aura un avantage d'avoir, le fait de donner des cours en ligne, oui, c'est très important, mais quand même, l'enseignement dans les classes, on a des avantages qu'on ne peut pas avoir dans l'expérience en ligne. Mais peut-être qu'il sera réduit. Par exemple, le fait de la socialisation entre les étudiants, de travailler en équipe, et le fait de communiquer ou bien discuter un sujet, quand même sur le campus, a un avantage, mais quand même avec les nouveaux outils que j'ai déjà utilisés pendant la période de Covid-19, j'ai pu engager les étudiants en ligne de travailler et de faire la participation, de travailler en groupe et tout ça. C'est pour cela que je trouve que... Aujourd'hui, vous avez un très grand nombre d'universités virtuelles dans le monde, où il n'y a pas de physiquement, il n'y a pas de bâtiment, où il y a peu d'enseignants. Et en dépit de cela, vous avez des nombres très, très importants d'étudiants. Oui, bien sûr. Et après le Covid-19,
on a vu que même les grandes universités à Londres, par exemple, et sur Paris, donnent le master maintenant tout en ligne, même si tu étais en avant que tu dois assister aux cours, tout ça. Mais pour cela, c'est un très grand avantage. Je suis basée au Caire et je peux faire un master d'une grande université à Londres ou bien sur Paris, tout ça. Donc c'est ça les avantages de l'utilisation des technologies. Exactement. On va passer à notre dernier reportage, puisque l'Égypte a élaboré sa stratégie nationale de développement durable, Vision de l'Égypte 2030, et a soumis deux examens nationaux volontaires, l'un en 2016 et l'autre en 2018, témoignant ainsi d'un effort engageant en faveur du programme 2030 et de la progression d'une approche nationale du développement durable. Selon la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd, la vision de l'Égypte 2030 vise à implanter les objectifs de développement durable. Voyons ensemble. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a affirmé que les citoyens égyptiens étaient au cœur de la vision 2030, qui est mise à jour pour s'adapter au développement imposé par la pandémie de Covid-19 et aux changements géopolitiques internationaux et régionaux. Elle a ajouté que l'année dernière avait été exceptionnelle sur plusieurs aspects et que la crise du Covid-19 avait permis aux décideurs de tirer plusieurs leçons. Cet événement est une opportunité de dialogue entre les parties concernées pour échanger les expériences, les meilleures pratiques en vue d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, selon la ministre. Il est important d'identifier les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les objectifs de développement durable au niveau local, en tenant compte des diverses conditions démographiques, culturelles, sociales et économiques, a noté Mme El Saïd. La ministre a affirmé que l'Égypte participait aux efforts de l'ONU visant à réaliser le développement durable à travers le plan de développement durable à l'horizon 2030 et tenait à échanger les connaissances et les expériences dans ce domaine avec tous les pays du monde en coopération avec les organisations internationales. Et nous revoilà de retour et comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, le fait que l'Égypte organise la COP 27 en novembre, je pense, prochain, a donné beaucoup d'importance à l'attention qu'accorde l'Égypte à l'environnement sur le plan mondial. Mais est-ce que vous pensez que cela se reflète sur tous les services gouvernementaux de l'Égypte ? Bien sûr, car le développement durable est vu maintenant comme un cadre général qui vise à améliorer la qualité de vie du citoyen. Donc on utilise la stratégie de développement durable pour réduire la pauvreté, réduire les inégalités, promouvoir l'inclusion sociale et aussi promouvoir l'innovation et la recherche scientifique. C'est pour cela toutes les entités gouvernementales et même privées vont être touchées par cette nouvelle stratégie qui va être discutée bien sûr par le fait que l'Égypte, au nom de l'Afrique, va accueillir tous les pays étrangers et les pays et les experts du domaine en Égypte vont être discutés les défis de développement durable pendant le COP 27, le 27e Action climatique des Nations Unies. Je pense que c'est très important. Ça sera comme l'Égypte va être vue sur le plan comme on dirait la lumière vers la voie de développement durable. C'est sûr, ça c'est sûr. Bon, avant de terminer, on voudrait parler de l'initiative du gouvernement Haya Karima ou Une vie décente, qui est une priorité absolue pour le président Abdel Fattah al-Sisi. Bien entendu, tout le gouvernement
un nombre d'ONG assez important travaillent pour la réalisation des buts de cette initiative. Mais d'après les priorités de l'État, on commence à intégrer deux éléments importants dans cette initiative qui sont assez compliqués à intégrer d'ailleurs, qui est le développement durable et la technologie. Comment sont-ils intégrés dans cette initiative? En fait, l'objectif de l'initiative Haya Karima, c'est de promouvoir l'inclusion sociale, réduire l'inégalité, promouvoir la justice entre les citoyens. On cherche à améliorer la qualité de vie des citoyens égyptiens. C'est ça l'objectif. On trouve l'initiative maintenant et l'on a déjà fait plusieurs projets qui cherchent à diminuer le taux de pauvreté des citoyens, du peuple égyptien, de chercher à utiliser l'éducation comme un clé pour sensibiliser tous les citoyens pour leurs droits et leurs obligations, et avoir une base de connaissances pour travailler, puissent vivre. C'est eux qui peuvent générer de l'argent avec le fait d'avoir une base de connaissances nécessaire à leur travail. Et c'est pour cela que je trouve que cette initiative est très importante en plan éducatif, en plan aussi sur le plan de santé et sur le plan aussi technologique, car parmi les objectifs de la vision et de l'agenda 2030, on trouve le fait de promouvoir la recherche scientifique, l'innovation technologique. Et c'est ça qu'on trouve maintenant plusieurs projets en Égypte qui cherchent à promouvoir ce type de projet. Bon, nos jeunes vont certainement rencontrer beaucoup de défis. Donnez-nous une idée de ces défis et de la manière dont ils pourraient s'armer pour les surmonter. Les jeunes auront le défi d'avoir la connaissance et de répondre à ces nouvelles exigences du marché de l'emploi. Donc, je leur conseille de travailler en utilisant les nouvelles technologies, les technologies du futur, de lire les projets, pas seulement qui ont été déjà faits en Égypte, mais aussi au niveau international. Lire tout ce qui était lié à l'utilisation de ces nouvelles technologies, même les grands projets qui vont être lancés comme le métaverse et tout ça, doivent être adaptés par ces nouvelles connaissances. Je leur conseille d'augmenter leur expérience, pas seulement au niveau éducatif, mais quand même aussi au niveau personnel, par le fait de voyager à l'étranger, de travailler à l'étranger, le fait d'avoir une connaissance de différents pays, une expérience dans des différents pays va leur permettre d'avoir une connaissance enrichissante qui va leur aider à savoir leur passion et de suivre leur passion et de travailler sur. C'est ça ce que j'ai déjà fait pendant ma vie. J'ai déjà travaillé pas seulement en Égypte mais aussi en France. J'ai vécu là-bas pour 9 ans. J'ai travaillé avec des nationalités différentes. J'ai travaillé avec pas seulement des Français, mais aussi des gens de la Chine, des Espagnes et tout ça. Le fait d'être ouvert à différentes cultures va augmenter ton expérience, ton propre expérience éducative et aussi personnelle. Et j'ai donné des cours quand même aux étudiants à l'Université de Nantes là-bas. C'était des étudiants pas seulement français, mais aussi de différents pays, d'Italie, d'Espagne et tout ça. Et le fait que je suis actuellement en Égypte
et je donne des cours aux étudiants égyptiens et j'essaie de leur transmettre mon expérience éducative et aussi mon expérience personnelle. C'est ça, ça me fait beaucoup plaisir. Vous qui avez enseigné à des étudiants internationaux et à des étudiants égyptiens, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des points communs, que la jeunesse plus ou moins est la même, ou bien qu'il y a des différences? Je trouve qu'il y a des points en commun, oui, mais quand même il y a une différence. Sur quel plan? Les points en commun que les étudiants cherchent à savoir, cherchent à avoir l'information, mais quand même la différence que l'étudiant étranger, parfois c'est lui qui prend un pas plus avancé que juste le devoir que je l'ai donné. C'est lui qui va à la bibliothèque pour lire plusieurs bouquins et tout ça. Ici, avec l'étudiant égyptien, c'est moi que je leur Peut-être parce que les étudiants étrangers, la majorité, c'est eux-mêmes qui payent leurs études. Oui. Ça, c'est un point très important. Exactement. Cette indépendance financière. Exactement. Alors que nos étudiants sont toujours dépendants de leur famille. Ça, c'est une chose à revoir avec les familles. Oui, exactement. Je pense que là, ils feront plus attention. Bon, docteur Heba Aref, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On est arrivé à la fin de cette édition donc, de Direct. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour vos informations précieuses. On se retrouve donc demain à la même heure avec une édition de Direct et un nouveau collab. Au revoir.